En 1968, un scientifique a réussi l'impossible. Il a supprimé la mort. Il a créé un univers où la faim, la maladie et la violence n'existaient plus. 8 souris ont été placées dans ce paradis avec une seule mission, s'étendre et conquérir leur monde. Absolument tout indiquait que la population allait exploser sans s'arrêter, mais au lieu de ça, le paradis s'est effondré. Sans aucune raison apparente, alors qu'elles avaient absolument tout pour être heureuses, ces souris ont commencé à développer des comportements que la science n'avait jamais vus. Un virus invisible a infecté leur civilisation, et non, c'était pas un virus biologique, mais un virus social. Et le plus flippant, c'est que cet effondrement de civilisation, il a un nom, le gouffre comportemental, et John Calhoun, le créateur de cet univers, s'est rendu compte bien trop tard que ce virus n'était pas réservé qu'aux souris. Il l'a vu se propager chez nous, dans nos villes, dans nos familles, et peut-être même dans votre cerveau au moment où je vous parle. Alors évidemment, aujourd'hui on va pas parler juste de la mort de quelques souris, mais on va parler de la raison pour laquelle dans un monde parfait, l'être humain finit toujours par s'autodétruire. Moi c'est Kumo, et bienvenue dans Universe 25. Cette vidéo est sponsorisée par Seili, sans qui elle n'aurait tout simplement pas vu le jour, mais on y reviendra un peu plus tard. Et je vous ai mis l'intégralité des sources que j'ai utilisées en description. L'histoire que je vais vous raconter est basée sur les rapports scientifiques originaux de John Calhoun, les archives du NIMH et les témoignages de ceux qui ont travaillé avec lui. Vous allez très vite le comprendre, Universe 25 c'est pas un accident du tout, mais bien le point final d'une obsession de 25 ans que Calhoun a tout d'abord testé avec ses 24 premiers univers. Et pour bien comprendre comment on en est arrivé à ça, il faut revenir au moment où tout a basculé. La Seconde Guerre mondiale vient de se terminer. Le monde est en ruine, des millions de gens sont morts, des villes entières ont été rasées, et pour la première fois de l'histoire, l'humanité possède la capacité de s'autodétruire avec la bombe atomique. À cette période, énormément de gens à l'époque prennent conscience de la situation, et plusieurs mouvements sont formés, dont un, le mouvement des environnementalistes. Leur message est plutôt simple, si on continue comme ça, on va détruire la planète, et nous avec. Et parmi eux, il y a un groupe en particulier qui s'appelle les néo-malthusiens. Leur nom vient en fait de Thomas Robert Malthus, un économiste britannique du XVIIIe siècle qui avait une théorie plutôt terrifiante. Malthus disait que la population humaine augmente de façon exponentielle, ce qui est vrai, mais la production de nourriture, elle, n'augmente que de façon linéaire. Traduction, un jour, il y aura juste plus assez de bouffe pour tout le monde, et l'humanité va s'effondrer dans la famine, la maladie et la guerre. Il appelait ça une catastrophe malthusienne. Et dans les années 50, alors que la population mondiale explose, beaucoup de scientifiques pensent que Malthus avait raison. Des livres apocalyptiques se multiplient, et tout le monde dit la même chose, on fonce droit dans le mur. Mais au milieu de cette panique collective, il y a un homme qui se pose une question différente. Il va pas se demander quand est-ce qu'on va manquer de nourriture, mais plutôt qu'est-ce qui se passerait si on avait tout en illimité. Et cet homme, certains ou certaines d'entre vous l'auront peut-être deviné, il s'appelle John Bumpus Calhoun. John, il naît en 1917 dans le Tennessee, et dès le début, il était clairement pas comme les autres scientifiques. Déjà en tant qu'enfant, il était obsédé par la nature, par les animaux et par leur comportement. Et à 15 ans seulement, il publie son premier article scientifique sur les oiseaux. À 15 ans. On n'a clairement pas eu la même vie. La plupart des gens à cet âge-là, voire même à mon âge, donc à 27 ans, ne savent même pas ce qu'ils veulent faire de leur vie, et lui, il publiait déjà des revues scientifiques. Mais au fil du temps, son obsession va changer. C'est plus les oiseaux qui l'intéressent, mais quelque chose de beaucoup plus profond. Lui, il va se pencher sur le comportement social chez les animaux, les dynamiques de groupe, ce qui fait qu'une société fonctionne ou bien s'effondre. Il continue brillamment ses études et obtient son doctorat en éthologie, l'étude du comportement animal. Puis en 1947, il déménage à Towson, dans le Maryland, pour commencer sa recherche à l'université Johns Hopkins. Mais le truc, c'est que Calhoun, lui, il voulait pas juste devenir un scientifique cliché en blouse blanche dans un laboratoire stérile en travaillant sans avoir un réel but. Lui, il voulait clairement voir les choses en grand, voire même en très très grand. Un jour, John, qui s'impatiente et qui veut que ses idées prennent vie, va aller frapper à la porte de son voisin qui possède une énorme propriété. Il lui demande s'il peut utiliser une partie de son terrain et il désigne une zone forestière abandonnée d'environ 1000 m². Perso, j'ose pas demander du sel à mes voisins, lui il demande 1000 m² de forêt. Pourquoi pas après tout. En plus de ça, son voisin va accepter, et clairement je pense pas qu'il sache dans quoi il s'embarque, parce que Calhoun il compte pas faire le petit projet de science qui tient sur une table, lui il veut construire une ville qu'il va appeler Rat City. Un enclos gigantesque avec de la nourriture à volonté, de l'eau partout, des abris confortables et une protection totale contre les prédateurs. Le seul truc c'est que les rats ne peuvent pas sortir, ils sont enfermés dans ce fameux 1000 m² de forêt qu'il a d'ailleurs fini par totalement raser. Mais bon, à part cette limite de place,
c'est le paradis absolu pour eux. Kaloun connaissait d'ailleurs très bien les rats de Norvège, ceux qu'il allait utiliser justement pour Rat City. Il avait travaillé avec eux pendant son doctorat et il estimait que sa ville pouvait accueillir environ 5000 rats. Bon, ça aurait été très serré si ça atteignait ce nombre-là, mais c'était techniquement possible. Il commence du coup son expérience en plaçant 5 femelles enceintes dans son enclos, et au début, il faut le dire, tout se passe exactement comme il l'a prévu. Les rats donnent naissance à leurs petits, les rats se reproduisent, la population explose, et tout va bien. Mais ensuite, quelque chose de très étrange se produit. Au lieu d'atteindre, ou même de juste se rapprocher des 5000 rats potentiellement prévus, la population va plafonner à 150 individus. 150, ce qui est 3% de la capacité maximale de l'enclos. Et ensuite, elle ne bouge plus. Kaloun, il faut le dire, il est paumé. Il comprend pas ce qui se passe, il y a de la place, de la nourriture, de l'eau, il y a absolument tout ce qu'il faut. Alors pourquoi est-ce qu'ils arrêtent de se reproduire? Du coup, il continue d'observer le comportement des rats tous les jours, il prend énormément de notes, jusqu'à un moment se rendre compte de quelque chose de plutôt perturbant. Les rats de Rat City s'organisaient vraiment bizarrement. Malgré la taille énorme de l'enclos, ils se regroupaient tous dans quelques endroits très spécifiques, formant des groupes sociaux de 12 rats maximum, se limitant à certaines zones de nourriture. Mais le plus choquant selon lui, c'était les mères. Elles ne s'occupaient tout simplement plus de leurs petits. Dans la nature, une mère rat est ultra protectrice. Elle construit un nid douillet, elle nourrit ses petits, elle les défend contre tout danger, mais à Rat City, les mères abandonnaient leurs bébés avant qu'ils soient sevrés. Elles oubliaient des petits quand elles changeaient de nid, et elles construisaient des nids de plus en plus pourris. Résultat, un taux de mortalité infantile catastrophique. La plupart des bébés mouraient tout simplement avant d'atteindre l'âge adulte, et c'est en grande partie pour ça que la population ne montait presque jamais au-delà de 150. Kaloun va donc laisser l'expérience tourner pendant 2 ans et 4 mois, et la population va atteindre un maximum de 200 rats avant qu'ils finissent par mettre fin à l'expérience. Alors évidemment, on pourrait penser comme ça à un échec, mais John, lui, il avait déjà un bout de réponse, ou en tout cas une théorie que personne n'avait eu jusque-là. Mais pour la démontrer, il avait besoin de beaucoup plus de preuves, de beaucoup plus de données, et surtout d'expériences beaucoup plus contrôlées. Il fallait impérativement aller plus loin. 5 ans plus tard, en 1954, Kaloun est recruté par le National Institute of Mental Health, le NIMH. Lui et son équipe fraîchement formée ont des ressources quasi illimitées à disposition, et Kaloun va enfin pouvoir faire ce qu'il n'avait jamais pu tester auparavant, il va créer des univers parfaits. Alors oui, on est d'accord, Rat City, il l'avait créé dans ce but, mais pour le coup, il avait clairement pas ni les ressources, ni les connaissances qu'il avait à disposition au NIMH. À partir de là, pendant 8 ans, Kaloun va construire des enclos, encore et encore et encore. Plein d'enclos, des habitats pour des rats de diverses espèces, puis pour des souris. Les enclos sont de plus en plus sophistiqués, mais aussi de plus en plus contrôlés. Il va tout tester, que ce soit les types de nourriture, les espaces, les matériaux, les températures. Il va perfectionner absolument tous les détails, et presque à chaque fois, il va observer les mêmes comportements. Quand la densité sociale devient trop forte, donc quand il y a trop d'animaux au même endroit, ils deviennent tout simplement fous. Les mères abandonnent leurs petits, les mâles deviennent violents, les jeunes perdent leurs repères, et finalement, la société s'effondre. Mais à ce moment-là, absolument personne hormis lui et son équipe ne sont au courant de ces résultats. Pour le moment, Kaloun travaille dans l'ombre, et ce, jusqu'en 1962. En février 62, John publie un article dans Scientific American. Il nomme son article Densité de population et pathologie sociale, et dès le premier paragraphe, il choque clairement tout le monde à l'époque. Il écrit: dans la célèbre thèse de Thomas Malthus, le vice et la misère imposent la limite naturelle ultime à la croissance des populations. Mais qu'en est-il du vice? Quels sont les effets du comportement social d'une espèce sur la croissance de sa population? Et quels sont les effets de la densité de population sur le comportement social? Alors, en d'autres termes que tout le monde comprend, il remet clairement en question la théorie de Malthus sur le fait qu'on n'ait plus assez de bouffe et que l'on meurt à cause de ça. Et lui, il se pose plutôt la question, est-ce qu'on peut mourir parce qu'on ne se supporte plus, tout simplement parce qu'on serait trop nombreux? Et pour répondre à sa propre question, il va décrire 6 de ses expériences qui sont presque similaires, mais qui ont toutes des résultats terrifiants. Les enclos qu'il va décrire sont simples. C'est des rectangles de 3 mètres sur 4 mètres 30, divisés en 4 sections par des barrières électriques. 3 de ces barrières ont des ponts pour que les rats puissent passer entre les sections, et une seule n'en a pas, ce qui nous crée une sorte d'espace en boucle fermée. Chaque section a de la nourriture et de l'eau à volonté, et des escaliers en spirale vers des sortes d'appartements qui servent de zone de nidification. Kaloun estime que 40 rats peuvent vivre confortablement dans cet espace,
passe, mais il va laisser la population monter jusqu'à 80, le double de la fameuse capacité qu'il juge confortable. Dans certaines de ses expériences, il place 32 rats au début et dans d'autres 56. Mais dans tous les cas, il met à chaque fois moitié mâle, moitié femelle, tous les rats sont des jeunes adultes en bonne santé, et puis il observe. Et pour le coup, dès le début de ses expériences, à chaque fois, les choses dérapent. Les femelles se répartissent à peu près uniformément dans les sections, mais les mâles, eux, se battent pour la dominance et les plus forts prennent possession des deux sections aux extrémités. Ils bloquent les entrées des ponts, ils se confectionnent des harems qu'ils enferment et ils chassent tous les autres mâles. Résultat, tous les mâles dominés et les femelles qui ne sont pas choisis pour les harems se retrouvent coincés dans les deux sections centrales, entassés, stressés et sans réel territoire. Tout ça, ça se passe généralement en quelques semaines, puis c'est là que Kaloun introduit son coup de génie sadique, il change la nourriture des distributeurs. Au lieu d'une poudre facile à manger, il met des granulés durs derrière une grille métallique, ce qui prend du temps à chaque rat pour les récupérer et les manger. Le fait que ça prenne plus de temps, ça oblige tous les rats des sections centrales à se regrouper et ça va créer un conditionnement dans leur cerveau. Lorsqu'un rat va manger, il doit impérativement être avec les autres pour ne pas être stressé. Ça devient sa normalité. Petit à petit, les repas vont devenir des bains de foule. Tous les rats des sections centrales veulent absolument être ensemble lors du repas et s'agglutinent tous sur un seul distributeur en même temps dans le but de se déstresser justement. La densité sociale explose, Kaloun appelle ça le gouffre comportemental et c'est là que l'horreur commence. À force d'être ultra groupés, des comportements déviants apparaissent. Les femelles arrêtent de construire et de s'occuper correctement de leur nid, à cause notamment du stress et des interruptions. Elles se mettent à oublier leur bébé lorsqu'elles déménagent, deviennent agressives envers leurs propres enfants et 96% des bébés finissent par mourir. Les mâles dominants deviennent de plus en plus violents, ils mordent la queue des autres rats, voire même des bébés, notamment parce qu'ils sont en alerte constante et dans un stress permanent de contrôle de leur territoire. Du côté des mâles dominés, il va y avoir trois groupes distincts qui vont apparaître. Tout d'abord, il y a les pansexuels qui tentent de s'accoupler avec n'importe qui, mâle, femelle, jeune, sans aucune distinction, et absolument personne ne va les arrêter, pas même les mâles dominants. Il y a ensuite les somnambules qui errent lentement, qui ne parlent à personne et personne ne leur parle. Ils sont gros, en bonne santé, mais totalement vides d'émotions et de buts. Puis pour finir, il y a les harceleurs qui eux sont hyperactifs, hypersexuels, qui poursuivent violemment les femelles en chaleur, ignorent totalement les codes sociaux, violent et se mettent même à dévorer les corps des bébés. C'est simple, parmi l'équipe de Kaloun, ces enclos étaient décrits comme l'enfer. Et clairement, je pense qu'on peut comprendre pourquoi. À chaque fois, lorsqu'il atteint un certain point de non-retour, Kaloun finit toujours par arrêter les expériences. Il prend les 4 mâles et les 4 femelles les plus en forme du groupe, il les met dans un nouvel enclos qui est propre, sain, spacieux, et il les laisse se reproduire pour voir ce qui se passe. Sauf qu'absolument aucun bébé issu de ces nouveaux enclos survit au sevrage. Le comportement de ces rats ont été tellement altérés qu'ils ne pouvaient plus fonctionner correctement, et ce, même dans des conditions parfaites. L'article de Kaloun, au moment de sa publication, va faire l'effet d'une bombe. Tout le monde en parle, dans les journaux, à la télé, dans les universités, et les gens commencent à faire le lien avec les villes modernes. Le psychologue Carl Rogers va écrire « La ressemblance avec le comportement humain est effrayante. Chez les humains, nous voyons de mauvaises relations familiales, le manque de soins, l'aliénation complète et même l'attraction magnétique de la surpopulation. Peut-être que tous les citadins sont des habitants d'un gouffre comportemental. » À l'époque, la panique va s'installer. Est-ce que nous sommes tous en train de devenir des rats de Kaloun? Est-ce que nos villes sont en train de nous rendre fous? Mais Kaloun, lui, il a clairement pas fini, parce que ces expériences-là, c'était juste l'échauffement. Pendant 11 ans, il a perfectionné son protocole, affiné ses méthodes, tout ça dans le but de construire l'expérience ultime, et en 1968, il va créer son chef-d'œuvre, Universe 25, le paradis parfait. Kaloun a tiré toutes les leçons de ses expériences précédentes. Il sait ce qui va pas, il sait ce qu'il faut changer, et cette fois, il est bien décidé à tout faire parfaitement. Du coup, voici son expérience. Un cube de 2,7 mètres de côté, des murs métalliques, un éclairage parfait simulant le jour et la nuit, et une température constante de 20 degrés Celsius. À l'intérieur, 256 appartements pour souris répartis dans 16 quartiers parfaitement identiques. Chaque appartement est accessible par un long tube métallique vertical que Kaloun appelle des immeubles. En bas de chacune de ces tours, il y a de la nourriture en granulés ultra nutritifs, de l'eau en fontaine automatique et du matériel de nidification à volonté. Tout est pensé, tout est optimisé pour que les souris ne manquent d'absolument rien. Elles ont accès à tout ce dont elles pourraient avoir besoin, tout le temps en illimité. Pas de famine, pas de froid, pas de prédateurs,
pas de maladie. L'environnement était stérilisé, les déchets étaient évacués automatiquement, et clairement c'était le paradis ultime que John avait mis tant d'années à concevoir. Calhoun calcule que cet espace peut accueillir environ 3840 souris à capacité maximale, mais il ne va pas imposer de limite, il va juste observer. Le 9 juillet 68, Calhoun introduit ce qu'il appelle les fondateurs, 4 couples de souris, ce qui nous fait 8 individus au total. Toutes sont des souris albinos, élevées spécifiquement par le NIMH pour être en parfaite santé, puis Calhoun active le chronomètre. Les premiers jours, tout se passe exactement comme prévu. Les souris explorent leur nouvel environnement, elles découvrent des fontaines, les distributeurs de nourriture, les nids douillets, elles se reproduisent, les premières portées naissent, et globalement, tout va bien. Calhoun prend des notes, il filme, il observe, et pendant les 104 premiers jours, la population va doubler de façon assez irrégulière. C'est ce qu'il va appeler la phase A, la période d'adaptation. Les souris s'habituent à leur environnement. Puis ensuite vient la phase B, qu'il appelle l'exploitation, entre le jour 105 et le jour 315. Là, la croissance démographique explose. La population double tous les 55 jours, les souris se multiplient, les nids se remplissent et les tours s'animent. À ce stade, on atteint environ 620 souris, et pour le moment, il n'y a aucun problème à l'horizon. Les mâles trouvent leur territoire, les femelles construisent leur nid, et les petits grandissent en sécurité, ce qui est clairement l'âge d'or d'Universe 25. Mais malgré cette période, Calhoun, lui, pense savoir ce qui va se passer. Il l'a déjà vu 24 fois, et pourtant, malgré tout ce qu'il pense et toutes ses expériences, tout ne va pas se passer comme prévu. Personnellement, le truc qui me glace le sang avec Universe 25, c'est pas la violence, mais c'est plutôt le silence. Ce moment où vous allez le voir, les souris ont arrêté de se parler, de se voir et de s'aimer. Elles étaient des milliers, et pourtant chacune était enfermée dans leur propre prison invisible. Et honnêtement, ça me rappelle un peu ce sentiment d'angoisse qu'on a tous déjà eu en voyage. Imagine, t'es à l'autre bout du monde, au Japon, ou au fin fond de l'Islande ou de l'Angleterre dans la campagne, tu viens de sortir de l'aéroport, il fait nuit, tu ne comprends pas la langue, et là, tu te rends compte que t'es en hors forfait de 500 €. D'un coup, t'es obligé de couper tous tes réseaux pour pas finir à découvert, tu n'as plus de GPS, tu ne peux plus rassurer tes proches, et tu ne peux même pas traduire un panneau pour savoir où dormir. T'es là, entouré de gens, mais tu es seul au monde. Et c'est en partie ça le début du gouffre comportemental. Être coupé des siens, être vulnérable, parce qu'on est déconnecté. Moi, ma plus grande peur quand je voyage, c'est de finir comme une souris de Calhoun, isolée dans ma cage dorée. Et c'est pour ça que je ne pars plus jamais sans Saily. Saily, c'est très simple, c'est une application d'eSIM internationale, ce qui te permet, avant même de monter dans l'avion, en 2 clics, d'avoir un forfait data qui est prêt pour ta destination. T'atterris, tu l'actives, et boum, t'es connecté. T'as ton chemin, t'as tes réseaux, tu as ta famille au bout du fil, sans faire des milliers d'euros de hors forfait. Saily, il faut pas le voir juste comme des gigas, mais comme une sécurité. C'est ce qui fait que peu importe où vous êtes sur la planète, vous ne serez jamais cet individu isolé qui potentiellement perd pied. Ne soyez pas des souris d'Universe 25, sortez de votre zone de confort, allez voir le monde, vivez des trucs de fou, mais faites-le intelligemment. Si vous préparez un voyage, téléchargez Saily en un clic avec mon lien qui est en description ou en scannant le QR code qui est un des deux côtés là. Ça prend littéralement moins de 2 minutes et peut littéralement sauver votre aventure. Et en ce moment, vous avez même moins 15% sur votre eSIM avec le code KUMO. Donc profitez-en. Un grand merci à Saily pour leur soutien et maintenant retournons dans Universe 25 parce que l'âge d'or touche à sa fin. Jour 315, la population atteint 620 souris. Et là, quelque chose change. Le taux de croissance ralentit brutalement. Au lieu de doubler tous les 55 jours, il passe à tous les 560 jours. Calhoun note ce changement dans son journal. Entrée en phase C, la stagnation. Alors, on pourrait se dire que c'est juste un ralentissement démographique, mais John, lui, il le sait, c'est le début de l'effondrement comportemental. Si vous vous rappelez bien, Universe 25 pouvait théoriquement accueillir 3840 souris. À 620 souris, on est à peine à 16% de la capacité maximale. Il y a de la place, il y a de la nourriture, il y a de l'eau, alors pourquoi est-ce que ça s'effondre? Eh ben en fait parce que le problème, c'est pas du tout l'espace physique, mais c'est l'espace social. Dans la nature, une souris mâle a besoin d'un territoire pour se reproduire, un espace qu'il défend, où il attire des femelles et où il élève sa progéniture. Sauf que dans Universe 25, il y avait 256 appartements répartis dans 16 quartiers. Les scientifiques et Calhoun s'accordent pour dire qu'il y avait de la place pour environ 60 mâles dominants. Mais à 620 souris, il y avait environ 310 mâles. 310 mâles pour 60 territoires. Est-ce que vous voyez le problème? Les 60 premiers mâles les plus forts, les plus agressifs, les plus compétitifs ont pris possession des meilleurs territoires. Ils se sont installés, ils ont construit leur harem, ils ont défendu leur zone, jusque-là on commence à connaître, et tous les autres mâles, ils se sont retrouvés nulle part. Pas de territoire, pas de femelles, pas de statut, et Calhoun les a appelés les beaux. Les beaux, c'était des mâles qui avaient tout simplement abandonné. Ils ne se battaient plus pour un territoire,
ils ne cherchaient plus à se reproduire et ils passaient leur journée à manger, dormir et se toiletter obsessionnellement. Calhoun a écrit dans ses notes: Ils sont physiquement parfaits, leur pelage est impeccable, leur corps est en bonne santé, mais ils ne font rien. Ils évitaient tous les conflits, ils évitaient les interactions sociales et surtout ils vivaient dans une sorte de bulle narcissique. Et vous savez le pire, c'est qu'ils étaient heureux comme ça. Ils ne cherchaient absolument pas à changer leur situation. Ils ne luttaient pas, ils acceptaient simplement leur inutilité. Calhoun a observé que ces beaux passaient jusqu'à 20 heures par jour à se toiletter, à lisser leur pelage, à se regarder dans les surfaces réfléchissantes. Ils étaient devenus obsédés par leur apparence au détriment de tout le reste. Pendant ce temps-là, les mâles dominants continuaient de contrôler les territoires, de se battre entre eux, de monopoliser les femelles. Les femelles qui, elles d'ailleurs, vivaient un enfer d'un tout autre niveau. Durant les premiers mois d'Universe 25, les femelles étaient des mères exemplaires. Elles construisaient des nids douillets, elles nourrissaient leurs petits, elles les protégeaient, mais à mesure que la population augmentait, les interactions sociales devenaient de plus en plus violentes. Les mâles dominants se battaient constamment pour défendre leur territoire, et les mâles sans territoire, eux, rôdaient, cherchant des opportunités. Mais les femelles, elles, subissaient des agressions répétées à longueur de journée. Et petit à petit, forcément, elles ont fini par totalement craquer. Calhoun, lui, a commencé à observer ce qu'il a appelé l'effondrement maternel. Des femelles qui abandonnaient leurs petits avant qu'ils soient sevrés, des femelles qui ne construisaient plus de nids, laissant leurs bébés exposés au froid, des femelles qui devenaient agressives envers leur propre progéniture, les mordant, les rejetant, et certaines femelles sont même devenues cannibales envers leurs propres enfants. Pas par faim, pas par maladie, juste parce que. Mais tous ces comportements, on les a plus ou moins déjà observés avant. Mais là où Calhoun n'était pas prêt, c'est que certaines de ces femelles ont complètement inversé leur comportement naturel et ont créé un tout nouveau groupe qui n'avait jamais existé jusqu'à maintenant. Ce nouveau groupe, au lieu de s'occuper de leurs petits, elles sont devenues ultra agressives, mais d'une façon générale. Elles chassaient les autres souris et elles se battaient pour des territoires exactement comme des mâles dominants. Et John, de son côté, décida de les appeler les Amazones. Les Amazones, c'était des femelles qui avaient abandonné tout comportement maternel. Elles ne se reproduisaient plus, elles ne s'occupaient plus de leurs petits si elles en avaient, et elles refusaient même les avances des mâles. Et à la place, elles passaient leur temps à attaquer les autres souris. Calhoun écrit dans son journal: Elles sont devenues plus violentes que les mâles. Elles mordent sans raison apparente, elles chassent les autres femelles de leur nid et elles terrorisent les jeunes. Et le pire, c'est qu'elles attaquaient aussi les bébés. Et jusqu'à maintenant, on avait déjà vu des comportements de mères qui attaquaient leurs propres bébés, sauf que les Amazones attaquaient les bébés de toutes les femelles. Un peu comme si elles voulaient punir les autres femelles d'avoir osé se reproduire. Mais si tout ça est déjà catastrophique, John, lui, était d'autant plus perturbé par la dernière catégorie de cette expérience, les adolescents. À partir de la phase C, les jeunes souris nées dans Universe 25 n'ont jamais appris à sociabiliser correctement. Pourquoi ? Tout simplement parce que les mères les abandonnaient beaucoup trop tôt, parce que les structures sociales s'étaient totalement effondrées et parce qu'il n'y avait plus aucun modèle à suivre. Dans la nature, une jeune souris apprend les codes sociaux en observant les adultes. Elle apprend à se battre sans tuer, à courtiser une femelle, à construire un nid, élever des petits, mais dans Universe 25, tout ça, ça avait totalement disparu. Les jeunes mâles ne savaient pas comment se battre correctement, ils mordaient trop fort, ils tuaient par accident, les jeunes femelles, elles, ne savaient pas comment construire un nid, leurs bébés mouraient de froid, et les jeunes d'une façon générale ne savaient juste tout simplement pas comment se reproduire. Ils essayaient encore et encore, mais ils échouaient constamment. Calhoun a observé des accouplements ratés, des mâles qui montaient des femelles non réceptives, des femelles qui rejetaient violemment les mâles. La reproduction est peu à peu devenue chaotique, de plus en plus violente, puis inefficace, et petit à petit, elle s'est totalement arrêtée. Jour 560, la population d'Universe 25 a atteint son pic, 2200 souris. C'est moins de 60% de la capacité théorique maximale, il reste de la place, il reste de la nourriture, il reste de l'eau, mais ce jour-là, Calhoun note quelque chose de jamais vu jusque-là dans son journal, aucune naissance. Pour la première fois depuis le début de l'expérience, aucun bébé ne naît. Le lendemain, pareil, puis le jour d'après, pareil, puis le jour d'après, encore pareil. Les femelles ne se reproduisaient plus, elles refusaient les mâles, ou alors elles acceptaient, mais elles ne tombaient jamais enceintes. Les mâles, eux, avaient perdu tout intérêt. Les beaux se toilettaient et les dominants se battaient entre eux sans réel but, parce qu'au final, ils ne cherchaient même plus à se reproduire. Calhoun écrit: Le dernier bébé viable d'Universe 25 est né au jour 560. Après ça, plus rien. Plus de naissance, plus de progéniture, et obligatoirement, plus d'avenir. À partir du jour 560, Universe 25 entre dans sa phase finale, la phase D, tout simplement appelée la mort. La population commence du coup à décliner, lentement,
inexorablement. Jour 600, 2100 souris. Jour 700, 1800 souris. Jour 800, 1500 souris. Les souris continuent de manger, de boire, de vivre, mais elles ne se reproduisent plus. Et petit à petit, forcément, elles meurent. Que ce soit de vieillesse, de maladies opportunistes, de blessures non soignées. Et Kaloun, de son côté, lui observe des comportements de plus en plus étranges. Comme des souris qui restent immobiles pendant des heures, comme si elles attendaient la mort. Des souris qui se regroupent dans un coin, sans interagir, juste à attendre là. Des souris qui arrêtent de manger, même si la nourriture est à portée de main. Et tous ces comportements, il les regroupe, et il appelle ça la mort spirituelle. Ces souris sont vivantes, mais elles ne vivent plus. Jour 1780, Kaloun entre dans Universe 25. Il ne reste plus qu'une petite poignée de souris, peut-être 20, peut-être 30. Elles errent dans les tours vides, elles passent devant des nids abandonnés, devant des piles de cadavres. Elles ne se parlent plus, elles ne se touchent plus, elles attendent juste de mourir. Kaloun prend une dernière série de photos, il note ses observations finales, et puis au jour 1800, il met fin à son expérience, il euthanasie les dernières souris survivantes. De 8 souris, elles étaient passées à 2200, puis elles se sont toutes éteintes, sans guerre, sans famine, sans maladie. Universe 25 est mort. Kaloun a passé le reste de sa vie à fixer ce cube vide. C'était pas l'échec d'une expérience, c'était une prophétie, sa prophétie. Il a compris que l'extinction ne commence pas quand le cœur s'arrête de battre, mais bien avant. Il a théorisé ce qu'il a appelé la première mort. Et pour faire simple, c'est le moment où une espèce perd son âme avant de perdre son corps. Alors évidemment, de notre point de vue, on a tendance à regarder ces souris de haut avec un sourire condescendant et on se dit oui, bon, on est humain, on est plus complexe, on a la technologie, on a la conscience, mais si vous regardez bien, les murs d'Universe 25 ne se sont pas arrêtés au laboratoire de Kaloun. Ils se sont étendus à nos villes, à nos bureaux et à nos écrans. Il suffit de regarder nos beaux modernes, ces millions de jeunes qui, face à une compétition sociale devenue impossible et saturée, ont simplement décidé de quitter le jeu. Ils ne se battent plus pour un territoire ou pour construire une famille, ils se retirent dans une sorte de bulle de narcissisme numérique, passant des heures à lisser leurs images sur les réseaux, à se toiletter virtuellement pour un public de fantômes. Ils sont en parfaite santé, mais socialement, ils sont déjà éteints. Regardez également nos Amazones, c'est pas du tout un jugement, c'est plutôt un constat qui est plutôt normal. Quand l'environnement devient trop dense, trop violent, trop stressant, l'instinct de vie se brise. Le silence qui a frappé Universe 25 au jour 560, ce moment où plus aucun cri de bébé n'a résonné, c'est le même silence qui s'installe aujourd'hui dans les rues de Tokyo, de Séoul ou de Paris. On ne fait plus d'enfants, non pas parce qu'on manque de ressources, mais parce qu'on manque d'espace dans nos esprits pour l'avenir. Le message de Kaloun est une claque pour notre siècle. Le paradis serait en réalité un piège. On a passé des millénaires à lutter contre la faim, le froid, on a supprimé la mort, mais en supprimant la lutte, on a également supprimé le sens. Dans un monde où tout est accessible, où chaque désir est assouvi par un clic, on devient des automates. Si on se bat plus pour un but, on finit par se battre contre les autres, voire pire, par ne plus se battre du tout. Kaloun disait « Pour qu'une société survive, elle doit maintenir sa capacité à gérer des défis. Dès qu'on retire l'obstacle, on retire l'humanité. » Alors du coup, est-ce qu'on est condamné ? Eh bah évidemment, pas forcément. Les souris n'avaient pas cette fenêtre sur leurs propres conditions. Nous, on a des rapports de Kaloun qui nous permettent de nous poser des questions et de, si on le veut, changer. On reste humain et on a cet avantage, on peut se remettre en question normalement. On sait que le gouffre comportemental se nourrit de notre isolement et de notre perte de rôle réel, et une des solutions ne sera pas de construire des villes encore plus grandes ou de produire encore plus de confort, mais sera dans notre capacité à recréer du lien brut, non filtré, loin des algorithmes qui nous entassent sans jamais nous connecter. Elle sera également dans notre capacité à retrouver des missions qui nous dépassent, de vivre des aventures et des voyages qui ne sont pas faits ni de pixels, ni d'or forfait avec Sailly. Téléchargez, description, QR code, allez-y. Au final, Universe 25 n'était pas du tout qu'une prison physique, c'était principalement une prison de l'esprit. De votre côté, n'attendez pas le jour 1800 pour vous réveiller, sortez, parlez, prenez des risques, redonnez-vous le droit d'échouer, de lutter et surtout de vivre vraiment. C'était Kumo, prenez soin de vous et vivez bordel. Ciao.